Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du 1945 sur ITV. C'est l'heure des principales informations qu'on vous y délivre proprement et sans fioriture. Voici la colonne vertébrale de ce journal. Ces dernières semaines nous en donnent l'illustration. L'immigration irrégulière ne s'est pas essoufflée. Elle a même repris de plus belle avec des embarcations remplies de jeunes Africains qui tentent, avec une témérité inexplicable, de toucher l'Eldorado où tous les problèmes seraient réglés d'un coup. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants. Le service de transfert d'argent traverse une grave crise depuis un an. C'est notamment Johnny. Il s'avère que ses comptes ont été gelés par la Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest. La BCEAO, à son tour, est saisie de l'affaire. 2019 tire à sa fin, moins de 2 semaines avant les réveillons et à une semaine de Noël. Le parfum de fête s'exhale des marchés dakarois où les articles ayant rapport avec les fêtes de fin d'année sont de sortie. Et puis la mémoire des morts préside à l'action des vivants. Nous avons cité, mais c'est une manière comme une autre de rendre hommage au mentor Abdourahmane Kamara, arraché le week-end dernier à notre affection. Il repose désormais à Saint-Louis, bercé par les alizés à la levée du corps ce matin à Dakar. Les confrères et proches lui ont rendu un ultime hommage. Et dans un court instant, le développement de tous ces titres. C'est ainsi donc la journée mondiale des migrants ce 18 décembre. L'ONG Horizon sans frontières, pour qui la problématique est centrale, s'est adressée à la presse ce matin. Selon cette organisation, de 2014 à 2019, 20 000 morts ont été décomptés sur les routes de l'exode. Et face au sinistre, les États africains doivent en finir rapidement avec le somnambulisme. C'est un reportage de Alune Gueye et Augustin Mandan. La jeunesse d'Afrique continue de risquer sa vie en bravant le Grand Bleu et les dunes de sable du Sahara à la recherche de l'Eldorado pour une vie meilleure. L'océan Atlantique et la mer Méditerranée font office de sépulture géante pour des centaines, voire des milliers de personnes qui ne sont pas arrivés au bout de leurs rêves. L'ONG Horizon sans frontières est estomaquée par cette situation dramatique. Et comme vous le savez, l'actualité migratoire est dominée par le naufrage. Ces malheureusement se répètent, continuent. C'est naufrages qui endeuillent toute la jeunesse africaine. Il y a eu plus de 20 000 morts depuis 2014. Comme vous l'avez remarqué, même hier, il y a eu des naufrages. On parle de 11 personnes qui meurent chaque jour en Méditerranée. Comme solution, la coordonnatrice de la plateforme d'accompagnement pour la réintégration des immigrés pense que les jeunes d'Afrique doivent rester dans leur pays pour entreprendre. C'est la jeunesse que j'interpelle. C'est la jeunesse que je lance ce message. C'est la jeunesse qu'aujourd'hui nous appelons à être beaucoup plus consciente, à aller de l'avant. Que ce soit dans l'artisanat, dans le secteur informel, il y a énormément de choses à faire ici, au niveau national. Ce qu'ils se défendent de faire au niveau national, c'est exactement ce qu'ils vont faire en Europe, parce que c'est eux qui sont en Europe, dans les grandes artères des villes, en train de vendre des CD, en train de vendre des t-shirts. Pour cette année 2019, quelques 1090 candidats à la migration sont passés de vie à trépas, selon un bilan de l'Organisation internationale des migrations. Horizon sans frontières tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a urgence absolue. La jeunesse se tue parce que tout simplement, du fait d'une forte paupérisation, du fait
d'un déficit même entre le conjoncturel et le structurel. Et malheureusement, les États ne parviennent pas à donner des réponses. Donc, nous profitons de cette journée pour tirer la sonnette d'alarme, pour que des décisions soient prises de façon urgente, afin qu'on puisse quand même sauver cette richesse. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de perdre toute sa richesse. Les États dont la jeunesse est en partance ont semblé tout essayer, mais n'ont pas su trouver la parade. Dans nos pays, le chômage des jeunes est endémique. La malgouvernance est aussi pointée. Mais le choix de quitter le continent avec des pirogues sommaires et à l'aide de trafiquants est la dernière chose à faire. Et l'immigration est un de ces sujets les plus complexes du monde contemporain, du seul fait des phénomènes de repli sur soi et du développement de toutes sortes d'inégalités. Des ONG et des structures de la société civile ont examiné la question au travers d'une rencontre qui a été axée sur le thème des financements et de la gouvernance de la migration au Sénégal. Il s'avère donc que des sommes invraisemblables ont été déversées dans cette matière sans obtenir aucun résultat tangible. Voici le sujet de Omar Khan ainsi que Moussa Fall. Ceux qui ne veulent pas partir, ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont partis et veulent revenir. C'est sur ces trois axes que les initiateurs de cet atelier ont porté la réflexion pour une bonne maîtrise de la migration. La première chose, ceux qui sont restés et qui ne veulent pas partir, qu'ils puissent avoir des projets de développement, qu'ils puissent travailler ensemble dans leur village, dans leur ville. Ça, c'est important. Deuxièmement, ceux qui veulent partir, qu'on les mette dans de bonnes conditions pour partir. Et ceux qui veulent revenir, qu'ils reviennent dans la dignité. Voilà les trois choses. Si on arrive à ces trois choses-là, et ça, ce n'est pas une ONG qui peut le faire. Ce n'est pas la société civile seule qui peut le faire. C'est l'État. C'est l'État qui peut le faire et il a déjà injecté des sommes astronomiques dans sa politique migratoire dont il faut à présent évaluer l'efficacité. L'État met beaucoup parce que quand je vois la politique migratoire, je crois que l'État a mis à peu près, disons, plus de 40 milliards déjà dans le financement de cette politique migratoire. C'est vrai que le financement n'est pas bouclé parce que c'est à hauteur de 60 et quelques, ou en tout cas 57 milliards, si je ne me trompe, je n'ai pas les chiffres en main, vous m'en excuserez. Mais je sais que l'État a déjà mis beaucoup de moyens, beaucoup d'argent dans la mise en œuvre de la politique migratoire. Maintenant, comme je dis, il faut s'arrêter, voir est-ce que ce qui est investi, nous avons atteint les objectifs qu'on voulait. Est-ce que l'argent qui est investi et aussi l'argent qui est capté aussi des bailleurs pour mettre un terme à la migration, est-ce que nous avons les effets escomptés? Ça, il faut s'asseoir et s'interroger sur ces questions, essayer d'en débattre et de trouver et de voir où est-ce qu'on en est. Il faut évaluer et même tout revoir. Oui, il faut financer, mais il faut bien financer, il faut cibler les secteurs porteurs. Il faut aussi que les jeunes soient dotés de connaissances, dotés d'outils qui leur permettra aussi de mieux utiliser ces financements-là. Nous exigeons et encourageons une démarche communautaire parce qu'aujourd'hui, le Sénégal à lui seul ne peut pas régler la question de la migration. Et même la CEDEAO, il faut aller au-delà, aller au niveau de l'Union africaine. En attendant une solution définitive à ces phénomènes, ce sont des milliers de jeunes, hommes et femmes, qui prennent des risques incalculés pour atteindre l'Eldorado supposé, autrement dit, l'Occident. Ces dernières semaines, l'émigration irrégulière par la voie maritime a repris de plus belle, avec son lot de tragédies. Les femmes et les jeunes filles prennent aussi les bateaux de fortune pour le voyage en mer avec les hommes et les garçons. Et l'association des juristes sénégalaises, AJS, dont on vient de voir la représentante, est désappointée par les contours du nouveau projet de loi concernant la criminalisation des faits de viol et de pédophilie. L'AJS a estimé
que les rédacteurs du texte n'ont pas suivi toutes les instructions de Monsieur le Président de la République. Les défenseurs des femmes comptent s'en ouvrir maintenant aux députés pour qu'ils rectifient immédiatement le tir. La présidente d'honneur de l'AGS est interrogée ici par Cher Diop et Moussa Fall. Il avait demandé à ce que le viol soit criminalisé, de même que la pédophilie. Et lorsque nous avons lu le projet de loi, nous nous sommes rendus compte que le viol en lui-même n'était pas criminalisé. Il en est de même pour la pédophilie, puisque les peines qui s'appliquent au crime ne l'ont pas été. Aussi bien pour le viol que pour la pédophilie. On en reste, disons, au même stade que lors de de la loi de 1999, à savoir que le viol est puni d'une peine de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement, ajouter une amende de 100 000 à 5 ans. Donc, force est de dire qu'il n'y a pas dans ce projet de loi pénalisation du viol pédophile. C'est aussi un gros litige dans cette actuelle. Le collectif des victimes ont supposé du service transfert lui la totalité. Il réclame comme 200 millions de non-plateformes opérées par le chef dans en l'occurrence Bougane Gueye. Les pensent ne plus accès à leur compte au moment où l'entreprise évoque des techniques survenues depuis décembre 2002. Voici le sujet de Mamadou Bipa Sissoko et Sidignan. Les travailleurs officiant pour le compte de Johnny, service de transfert d'argent, sont en conflit avec la structure. Ils réclament des sommes qui leur seraient dues, mais il s'avère que l'entreprise a mis en avant les dysfonctionnements du terminal depuis une année qui ont généré le gel des comptes. Que M. Bougane ait des problèmes avec des banques de la place nous concerne nullement. Cela n'est en aucun cas notre problème. Le contrat que nous l'avons signé avec M. Bougane Gueye, directeur général de Johnny. Et égard de cela, et fort de notre droit, nous, collectif des victimes de Johnny, après avoir mis sur pied un comité central engageant la présidente du collectif des victimes de Johnny, à présent, a procédé à l'évaluation de toutes les victimes afin d'élaborer une stratégie précise de la présence de tous les sous-distributeurs de Johnny sur l'ensemble du territoire national. Le collectif des partenaires de Johnny entend ainsi déployer une stratégie de lutte pour avoir gain de cause. Nous vous informons aussi que pour le court terme, un plan d'action va être mis sur pied. En effet, sous peu, nous constituerons une délégation pour aller voir tous les khalifes généraux, mais aussi l'archevêque de Dakar. Et si, malgré tout cela, rien n'est fait, nous ferons abattre la foudre sur Bougane. Les sommes d'argent que devrait la plateforme Johnny sont estimées par le collectif à plus de 200 millions, mais à les entendre, il leur est impossible de recouvrer le pactole. Et il y a eu aussi la mise au point de Johnny qui aurait été à son tour victime de la banque Bimao. C'est ce qu'affirme en tout cas le directeur de la clientèle en litige avec la dite banque. Le service de transfert d'argent a donc vu ses comptes gelés, ce qui a déclenché la grosse colère des travailleurs qu'on a vu il y a un instant. C'est ainsi que la BCEAO a été saisie pour trancher le contentieux. Voici le responsable de la clientèle de Johnny au micro de Mamadou Bipa Sissoko. La situation qui nous lie par rapport à ces points de service. Il y a un contentieux qui nous lie avec notre banque d'opération, qui est la BIMAO. Aujourd'hui, nous le réclamons en montant de 3 milliards à la banque. Et c'est eux qui ont bloqué la plateforme, de telle sorte que les points de service n'ont pas accès à cette plateforme. Et dans cette situation, nous, en tant qu'opérateurs de transfert, nous avons saisi les autorités compétentes par rapport à la situation. On a saisi la BCEAO par rapport à cette situation. Aujourd'hui, il y a un contentieux qui nous lie avec la banque d'opération, qui est la BIMAO. Maintenant, nous les réclamons en montant de 3 milliards. Aujourd'hui, le collectif qui réclame le montant, c'est 180 points de service. Il réclame 90 millions. Et nous, autant, nous avons un point de service qui se fixe à la cité Ketkovi, dont le montant est de 20 millions, qui est bloqué dans la plateforme. Maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes, en tant qu'opérateurs de transfert, qui a saisi des autorités compétentes par rapport à cette situation. Et autant, eux, ils nous réclament de l'argent. Si, par exemple, on se réfère à l'article 13 de la BCEAO, qui est sur Internet, qui nous dit de manière formelle
que seule une banque agréée est autorisée à signer un contrat de transfert avec un point de service. Et par conséquent, l'agent, le sous-agent, qui se disent victimes de Johnny Johnny, est logé dans un compte séquestre sous l'entière responsabilité de la banque. La Casamance drapée de verdure et de paysages idylliques a vibré cette semaine au rythme de la consécration, de l'excellence et de l'éducation. Une journée au cours de laquelle une centaine de lauréats issus de plus de 50 établissements scolaires ont été primés, mais le contexte est rendu affligeant par le phénomène des grossesses précoces des écoliers qui reste une épidémie à Bignona dans cette région. On écoute donc le parrain de ces manifestations qui s'est exprimé au microphone de Hassan Ba. Les grossesses précoces, je pense que c'est un phénomène qui est récurrent et qui prend de l'ampleur dans certains établissements ou dans certains sillons. Aujourd'hui, il faut que l'éducation et la santé se croisent, en tout cas discutent, partagent pour voir comment prendre en charge tout cela. À cela, une des solutions, c'est d'abord au niveau de l'éducation. Qui dit grossesse précoce dit qu'il y a faille dans l'éducation. L'enseignant qui était hier une autorité et un modèle a vu, disons, sa profession s'effriter ou ses attitudes, ses devoirs s'effriter. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enseignant qui va vers l'élève ou alors l'élève qui a le courage d'aller voir son enseignant. Chose qui n'existait pas il y a quelque chose comme 30 ans. Et donc, ce sont ces comportements qu'il faut essayer de revoir. Mais également, il y a la modernité, le multimédia qui est là avec les portables et ainsi de suite. WhatsApp, Facebook concourent également à tout cela. Même si on met des garde-fous, l'enseignant, plutôt l'élève qui a reçu un bon cadeau de son père ou de son enseignant, naturellement va être en contact régulier avec ce dernier. Et ça se passe à la maison, pas à l'école. Très souvent, je veux dire. Et quand il y a communication, c'est sûr que les rendez-vous, ou en tout cas ce qu'ils vont se dire, vont aller vers des attitudes pareilles, autrement dit des rencontres. Et ces rencontres ont comme résultat la grossesse. Malheureusement, c'est chez une jeune fille innocente qui ne sait pas où encore mettre le pied. Et c'est ça qui fait mal. On parle maintenant de Abdourahmane Camara, couché dans les bras de la mort. Il dort pour toujours. Il repose désormais à la nécropole de Marmial à Saint-Louis. La levée du corps du journaliste et directeur de publication de Walfadjri Quotidien a eu lieu ce matin dans le quartier de Sacré-Cœur. Beaucoup de monde était présent et sur les visages, on lisait toujours beaucoup d'affliction et d'émotion pour saluer la mémoire du journaliste disparu. Voici le sujet de El Hadj Malik, si c'est dans ce sens. Une levée du corps pleine d'émotions. La presse sénégalaise a ainsi rendu un vibrant hommage à Abdourahmane Camara, le directeur de publication de Walf Quotidien, décédé le 15 décembre dernier au Maroc. C'est d'abord avec une profonde émotion que j'ai appris le décès d'Abdourahmane, et qui fut pour moi un frère, parce que je ne l'ai pas connu quand j'étais en politique, je l'ai connu quand j'étais tout jeune étudiant, que j'étais le camarade de promotion de son jeune frère, M. Youssoufa Camara. Donc c'est dans ces conditions que je l'ai connu dans les années 84. Ils étaient en train de monter le groupe Walfadjri avec Sidi Lamignas. C'était aussi un journaliste intègre, imbu de valeur cardinale du journalisme, qui était profondément attaché à la vérité, mais aussi profondément à la justice et à la droitesse. Ousmane Sène a cheminé pendant 16 années avec Camou, comme l'appelaient affectueusement ses confrères et proches. Pour lui, une grande plume de la presse s'en est allée à jamais. Nous avons perdu un confrère, mais aussi un frère, un ami et un père. Parce qu'Abdourahmane Camara, c'est quelqu'un qui savait vraiment manager, qui savait diriger des équipes. Il savait aussi diriger des hommes, parce que son tempérament collait bien avec celui de l'encadreur. Un grand encadreur, un grand formateur. Il était disponible à tout
et à tous, mais il n'a jamais perdu son esprit critique. Lui, il a toujours opposé donc son veto quand il le fallait. Et c'est pourquoi je disais que son oui a un sens, parce qu'il avait un non catégorique. Mais tout ça, c'était sur l'argumentation. Outre la présence massive des hommes de médias, d'autres personnalités étaient à la mosquée de Sacré-Cœur, qui a abrité le dernier hommage qui lui a été rendu. Nous sommes venus aujourd'hui assister à la levée du corps d'un grand homme, d'un très grand journaliste, un homme compétent, un homme d'éthique, un homme de déontologie, un homme qui a formé des générations de journalistes au Sénégal et qui a mené tous les combats aux côtés de Sidy Lamine Niasse pour promouvoir la démocratie au Sénégal, affermir la démocratie au Sénégal, avec tous les sacrifices que cela demande, que ce combat a demandé. Donc son départ, c'est une très grosse perte pour Walfadjri, une grosse perte pour le Sénégal, et nous prions vraiment Allah de le recevoir au paradis. Les témoignages sont unanimes. Abdourahmane Kamara était un immense journaliste. Le patron du groupe E-Media Invest, pour sa part, estime que Kamou était un homme humble et respectueux des règles d'éthique et de déontologie. Abdourahmane Kamara vient donc d'embarquer pour des horizons lointains. Le monde est une comédie pour celui qui pense. Le monde est également immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales sont prises en charge ce soir par Chersal. Au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans l'ouest du Tchad par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram qui ont attaqué un village de pêcheurs au bord du lac Tchad. Cette vaste étendue d'eau et des maraîchages étouffés du loup servant de repère et de camp d'entraînement à Boko Haram qui multiplie attaques meurtrières et enlèvements dans les 4 pays riverains Tchad, Niger, Nigeria. Et ce sont les éléments de Boko Haram qui sont présents dans cette zone, a affirmé le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Barmandio, lequel confirme l'attaque mais ne livre aucun bilan. Côte d'Ivoire, le procès de Charles Blé Goudé qui devrait s'ouvrir ce mercredi est reporté, comme on le surnommait en Côte d'Ivoire, et poursuivi par la Barrique pour actes de torture, homicide volontaire et viol. Des faits qui remontent aux années 2010 et 2011, à l'époque où le pays traversait une crise post-électorale qui a causé la mort à personne. C'est maintenant à la Cour de cassation de décider si l'ancien ministre de la Jeunesse ira devant le tribunal criminel ou non. Il faut dire que depuis le début, les avocats de la défense dénoncent le déroulement de la procédure en cours. Ils estiment qu'elle ne respecte pas les droits fondamentaux de Charles Blé Goudé et que même le procès est illégal. Aux États-Unis, tous les regards sont tournés aujourd'hui vers la Chambre des représentants pour un vote qualifié d'historique dans la procédure d'impeachment de Donald Trump. Démocrates majoritaires et républicains devrait débattre pendant 6 heures avant d'adopter 2 articles de mise en accusation formelle du président américain pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. En cause, un échange téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il aurait demandé d'enquêter sur son probable rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche, en naissance d'une aide militaire américaine accordée à Kiev. Les accusations niées en bloc par Donald Trump qui, à la veille de ce vote, a rédigé une lettre au vitriol dans laquelle il évoque un abus de pouvoir sans pression par des démocrates. Il les accuse d'avoir cédé au chantage de la frange d'extrême gauche du parti, la plus dérangée et la plus radicale selon ses termes. D'après lui, ses adversaires n'ont pas digéré leur défaite dans les urnes en 2016 et il ajoute que les peuples américains les tiendront pleinement responsables lors de l'élection 2020. Le reportage du jour dans ce journal avec des couleurs vernaculaires locales, ce sont les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. La température monte dans les espaces de commerce. Les parents font naturellement tout ce qu'ils peuvent pour trouver l'objet rare aux enfants en guise de cadeau de fin d'année. Les commerçants, de leur côté, semblent pratiquer des prix onéreux et même exagérés. Mais une chose est sûre, le marché est inondé d'objets en tout genre
qui renvoie à la magie de décembre. C'est un sujet réalisé par Ndeye Mariam Gueye et Moussa Fall. C'est la belle nuit de Noël. Le boulevard du Général de Gaulle se met à l'heure de Noël et des fêtes de fin d'année. Tous les ingrédients qui rendent des dépenses réunis. Les commerçants d'Irlande, d'arbres d'illumination et d'autres jouets dont raffolent les enfants. On a des cadeaux, des sapins, des guirlandes, des jeux de lumière, des décorations et tout ce qui va avec. Zumo a déjà déployé ses boules de décoration. Il se frotte les mains, car dit-il, les affaires marchent comme sur des roulettes. Les affaires marchent, mes cadeaux se vendent mieux. Les guirlandes des sapins se vendent de petit à petit. De son côté, Cher, marchand ambulant, se fait du mouron. Il ne voit pas encore l'ombre d'un client. Auparavant, on vendait plus. Actuellement, il y a beaucoup de vendeurs sur le marché. On ne fait qu'attendre et on ne voit personne. Voiture en miniature entre les mains, Ismaël, père de famille, est venu trouver les cadeaux aux enfants. Satisfait, il affiche un grand sourire aux lèvres. J'étais venu acheter des cadeaux pour mes enfants et neveux. Franchement, les prix sont abordables, tout comme l'année dernière. À une semaine de la fête de la Nativité, les commerçants ont l'optimisme en bandoulière et espèrent écouler leurs articles comme de petits pains. C'est la fin donc du journal, la météo dans un petit instant qui sera suivi des inspirations du professeur Songui Diouf et puis Keno Askanui de Soda Diakompa va suivre immédiatement après. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est un petit mot pour saluer l'accompagnement technique de toute l'équipe de ce soir. Je vous remercie de votre aimable attention et bonsoir.